L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Allô mon beau songe d'une nuit d'été, j'espère que tu vas bien et c'est Vincent. Je vais te présenter en fait tous les jeux que j'ai joués dans le mois de mai. On est l'été, j'ai une idée fancy parce que l'été c'est la saison des idées funnées. Je vais diviser en fait tous les jeux dans des catégories qui ont été faites de mon propre... Ben c'est moi qui les a faites. Alors on commence avec la catégorie fun rigolo. Le premier jeu que je vais te parler dans cette catégorie, Crossing, qui est un jeu en fait de roche-papier-ciseaux où est-ce que bon, tous les joueurs vont pointer un élément du jeu et dépendamment de l'issue, ben, ça se peut que tu récupères des diamants. Plus que tu as de diamants, plus que tu scores des points et la personne qui a le plus de points en fin de partie gagne. C'est un jeu que j'ai parlé dans mon Quad 9 du mois d'avril, peut-être dans le mars aussi. Bref, c'est un jeu que je trouve super le fun. Pour vrai, vraiment agréable à jouer. Tout le monde comprend en dedans de 30 secondes. Puis on a vraiment des fous rires. On voit vraiment le côté avare des gens. Je vais peut-être faire une vidéo explicative des règles bientôt parce que c'est super le fun comme jeu. Crossing. Deuxième jeu dans cette catégorie, Epic Spell Wars, qui est un jeu où est-ce que tous les joueurs vont jouer des sorciers. On a 20 points de vie et le but c'est qu'on se tape sa gueule à grands coups de baguette magique qui lance des sorts d'en face des autres. Et on va essayer de tuer les autres. Et si tu es le dernier sorcier à être vivant, ben tu gagnes un round. Et dès que tu gagnes 2 rounds, ben tu gagnes la game. Super le fun comme jeu, très chaotique, beaucoup de hasard. Mais le jeu en fait t'amène à réfléchir de cette manière-là. C'est-à-dire que, écoute, premièrement, le nombre de dés que tu lances, c'est débile. Deuxièmement, l'esthétisme du jeu, le graphisme est énormément proche, en fait, de Adventure Time, dans le fond, Rick and Morty, etc. Donc, vraiment une manière de prendre ça à la légère. Tout le monde a bien du fun si on est dans la bonne ambiance. Super drôle comme jeu. Si tu n'as pas vu encore ça passer, va voir, jette un coup d'œil parce que c'est drôle puis bien léger. Troisième jeu dans cette catégorie, Master Fox, Maître Renard, où est-ce que les joueurs vont avoir un masque de renard qui va leur empêcher, ça va les empêcher de voir. Et on met la boîte de jeu au milieu de la table et tout le monde va se lancer pour aller chercher en fait une pièce en bois en forme d'un certain animal que j'ai eu comme carte. Bref, je regarde pas et là j'essaie de façon tactile de prendre la bonne pièce. Super drôle, super le fun. On se tape ses mains, écoute, on se pogne les mains, on sait jamais à qui tu pognes les mains, mais c'est drôle. On se pince les doigts, puis bref, pas besoin de grand jus de cerveau pour jouer à ça. Mais tout de même, écoute, vraiment le fun, puis très léger. Avant-dernier jeu dans cette catégorie, The Mind, qui est un jeu en fait qui commence à devenir de plus en plus populaire dû au fait que d'abord ça a été nominé au Spiel des Jahres, au jeu de l'année 2018, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ça et qui veulent en fait lancer cette vague-là d'amour envers ce jeu-là qui est passé un peu en dessous du radar quand ça a sorti. Moi d'ailleurs, je fais partie de ces gens-là. J'aime beaucoup ce jeu-là, pas en tant que gamer, mais vraiment en tant que personne. Je trouve que c'est génial. On a l'impression qu'on vit de quoi, puis peut-être qu'on ne vit pas de quoi, mais on a vraiment l'impression qu'il se passe de quoi autour de la table. JP ne l'a pas... Il l'a trouvé sympathique, mais sans plus ni moins. Moi, je suis peut-être plus amant de ce jeu-là. Je vais faire une critique bientôt de The Mind. Et tu pourras la voir. Bref, j'essaie de trouver du temps. Puis après ça, bon, boum, ça va être fait. Je vais mettre ça en place. Puis après ça, d'ici les prochaines semaines, tu vas voir ça arriver. Ça te tente. Écoute ça va être bien le fun. Et le dernier jeu, Mémoire. Mémoire, qui est un jeu de mémoire, évidemment, j'ai fait une vidéo explicative des règles. C'est un jeu où est-ce que, bon, moi, habituellement, bon, comme plusieurs d'entre nous tous, on n'aime pas vraiment les jeux de mémoire, mais celui-là, il est vraiment venu me chercher. J'ai vraiment du plaisir. C'est un jeu qui dure pas super longtemps, donc si t'aimes pas le jeu, ben écoute, ton calvaire, il dure 15 minutes. Puis autrement, ben écoute, t'as bien du fun, c'est super renversant comme jeu parce que t'es sûr certain que tu as retenu les bonnes informations, puis finalement, coup de théâtre, tu t'es fait avoir parce qu'au dernier tour, il y a un joueur qui a changé la carte de place. Super cool, vraiment sympathique, à jouer vraiment, écoute, donne-y une chance. Ne laisse pas la chance. Ok, je voulais faire une référence, ça n'a pas marché. On termine, fun rigolo, et on s'en va dans la catégorie Prépare-toi d'avance, champion. Le premier jeu,
Photosynthesis, où est-ce que tous les joueurs vont jouer des types d'arbres. Et en fait, je vais jouer un arbre et mon but, en fait, c'est de lancer mes graines partout dans la forêt, de les faire pousser pour qu'ils puissent recevoir du soleil et que ce soleil-là me donne des points de soleil pour que je puisse faire grandir mes autres arbres ou celui-là. J'ai fait mourir et après ça, je reçois des points. C'est pas un jeu qui est révolutionnaire, c'est pas un jeu qui change la donne ou quoi que ce soit. C'est un bon jeu de stratégie. C'est un jeu qui, malgré bon, sa thématique bien rendue et qui a l'air très zen, c'est un jeu qui est relativement abstrait puis qui peut devenir un peu coupe-gorge entre les joueurs. Ce qui est super le fun. Vraiment, écoute, si t'as pas joué, essaye-le pour vrai. Puis écoute, c'est 45 minutes, 60 minutes. Ça prend super bien puis c'est super le fun. Prochain jeu, Number 9. Number 9, où est-ce que tous les joueurs, en fait, vont piger une carte puis on va regarder la carte et tous les joueurs vont prendre, en fait, une tuile de ce numéro-là. Comme par exemple, c'est le numéro 9, tout le monde va recevoir une tuile numéro 9. On la place devant soi et le but, c'est de créer une espèce de structure où est-ce qu'on va placer le plus d'étages possible. Et plus une tuile est élevée, plus qu'elle va te donner des points. Super le fun comme jeu. C'est un jeu qui se joue super bien à plusieurs joueurs. Par exemple, pour Gen Con l'année passée, il y avait une game de 80 personnes. Puis dans le fond, il y avait juste 20, tu sais, c'était vraiment juste 20 boîtes de ce jeu-là. Puis il y avait quelqu'un au micro qui calait les chiffres. OK, numéro 7. Fait que là, tout le monde prenait le numéro 7. Ça se joue vraiment bien. À la limite proche du bingo, sans le hasard, c'est vraiment, écoute, tu es à la merci vraiment de ce que tu fais, puis comment est-ce que tu as placé tes trucs. Super le fun, puis vraiment, moi, je le recommande chaudement. On continue avec Fresco. Fresco qui était un gros coup de cœur quand j'ai commencé à jouer aux jeux de société. Je trouvais que ce jeu-là était vraiment un parfait mélange entre gestion de ressources, préparation à l'avance, mais aussi, programmation, faut être capable de s'ajuster à ce que les autres vont faire. J'avais vraiment hâte de jouer et finalement j'ai été un petit peu déçu. Il n'est pas venu autant me charmer, il m'a pas donné autant de flammes à l'intérieur de moi-même qu'auparavant. Je sais pas, on dirait que je suis rendu ailleurs dans le jeu de société, mais ça reste quand même un premier amour. Hein? Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Richard Desjardins, c'est pour toi si tu m'écoutes. Ou pas, en tout cas, bref. Puis il va rester dans la bibliothèque parce que, écoute, c'est ça, il y a quelque chose de sentimental relié à ça. Prochain jeu, Azul. Azul, que je pense pas avoir besoin de t'introduire. Il est nominé au Spiel des CRS, jeu de l'année 2018 en compétition avec The Mind. C'est un jeu que personnellement, je ne chéris pas. Je trouve que le casse-tête qu'il t'offre n'est pas nécessairement intéressant, ou du moins pas aussi intéressant que d'autres jeux de ce style-là. Autre chose, je trouve que ce jeu-là, en tant que tel, l'interaction entre les joueurs, c'est une interaction que j'appelle plutôt négative, ou est-ce que ce que les autres joueurs vont faire vont te bloquer davantage que créer des opportunités. Surtout, je trouve pas qu'il se démarque tant que ça des autres jeux en tant que tel. L'originalité n'est pas nécessairement mise de l'avant. Mais ça reste un jeu bien ficelé, tu sais, j'ai rien à dire contre. C'est juste, j'ai pas l'impression qu'il vient me charmer du tout comme il a charmé 1001 personnes. On continue avec Hardback, qui est la suite de Paperback. Paperback et Hardback sont des jeux en fait de deck building où est-ce qu'on va acheter des cartes et ces cartes-là en fait ce sont des lettres. Et ce qui est intéressant en fait de ça, c'est que habituellement dans des deck building, je vais acheter des cartes que je suis capable d'acheter en fait dans le marché selon le niveau monétaire que je suis capable de pouvoir payer. Mais dans Hardback, il faut vraiment que tu réfléchisses en fait à ce que ton deck puisse bien rouler, tu puisses être capable d'avoir les cartes qui vont concorder avec les autres lettres que tu as. Parce que c'est bien beau que le W coûte 2$ puis que j'aille 2$ à dépenser, mais je ne veux pas nécessairement me retrouver avec un W parce que le W, ben écoute, tu fais pas grand mot avec ça. Fait que je trouve que ça c'est intéressant parce que la sélection de cartes est faite de façon stratégique davantage que de façon juste, ok, je veux piler le plus de bonnes cartes possible dans mon deck. Fait que c'est ça. Finalement, le dernier jeu dans cette catégorie-là, c'est Okanagan. Okanagan, qui est un jeu en fait de mix entre Carcassonne et en fait récupération de ressources pour des points bonus à la fin. Dans le fond, j'ai des cartes en main. Ces cartes-là, c'est des bonus que j'ai si j'ai un certain type de ressources. Donc mon but, ça va être de placer en fait des tuiles puis de m'installer en fait sur différents territoires pour qu'une fois que le territoire en fait est fermé, mais je puisse être capable d'aller retirer ces ressources-là qui vont me donner des points en fin de partie.
Très intéressant, c'est le fun. Le problème, c'est que je trouve qu'il ne renouvelle pas la patente. Il n'y a pas grand-chose, j'ai pas grand-chose à dire sur ce jeu-là, en fait, parce que c'est comme, c'est bien, mais tu sais, si tu as joué à Carcassonne, si tu as joué à d'autres jeux dans le style, ben, tu sais, il est très, il est pas mémorable, il est très, passager, je dirais. Mais par contre, écoute, ça se présente bien, somme toute, mais c'est pas un jeu auquel que j'ai le goût de rejouer immédiatement demain matin. Pas à ce point-là, disons. On a terminé la catégorie Prépare-toi d'avance champion. On est maintenant rendu à la catégorie Plusieurs heures plus tard. Plusieurs heures plus tard. Twilight Struggle, le premier jeu. Twilight Struggle qui, je n'ai que des belles choses à dire sur ce jeu-là. C'est incroyable comment est-ce que ce jeu-là vient vraiment satisfaire un besoin personnel que j'ai comme joueur, d'être en interaction avec l'autre et de réfléchir à ce qui va le faire bénéficier et ce qui va me faire bénéficier moi. Le timing aussi de quand tu joues tes cartes. C'est un jeu que je trouve qui a encore sa place malgré que ce jeu-là a 13 ans. Ce jeu-là fait quand même la job que plusieurs autres jeux de sa lourdeur ne font pas et qui sont plus récents. Vraiment, là, habituellement, j'aime pas les jeux où est-ce que, bon, le jeu t'encourage à jouer à plusieurs parties, puis à un moment donné, tu deviens plus expérimenté que l'autre. J'aime pas tant ça. Mais celui-là, on dirait qu'il m'attire, puis j'aime ça, en fait, le découvrir. On dirait que je plonge dedans, puis j'ai le goût de voir les différentes facettes de ce jeu-là. Vraiment, vraiment le fun. Si t'as pas joué encore, joue-y une fois, joue-y deux fois, joue-y trois fois, puis vraiment, c'est après 3-4 fois que tu peux vraiment faire ton opinion sur ce jeu-là. On continue avec Terraforming Mars. Terraforming Mars, que je joue principalement à 2 joueurs maintenant. Je trouve que le downtime, le temps d'attente entre les joueurs à 4-5 joueurs est trop long. Je me tourne beaucoup les pouces, puis là, il faut attendre que tous les joueurs lisent leurs cartes. OK, bon, ben, qu'est-ce qui fit avec quoi, puis etc., etc. Ça me dérange un petit peu. Maintenant, j'aime mieux jouer à 2 joueurs parce que, bon, tu as vraiment le temps de bâtir ta machine. Tu as plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi, puis, tu sais, vraiment, à la fin de la game, tu as vraiment de quoi te construire qui est génial devant toi. Ben évidemment, ça dure 2h30, 3h, mais tu ne vois pas le temps passer parce que le jeu est bien ficelé. Il n'y a rien d'original ou de créatif, de fantastique. Emprunte beaucoup de choses de jeux qui ont été faites auparavant. Mais quand même, il est bien fait, il est vraiment le fun, puis je trouve qu'il est super cool parce que les combos sont présents, puis vraiment, tu y vas selon qu'est-ce que toi tu vois dans le moment le plus bénéfique pour toi. Et on termine avec Mage Knight. Mage Knight, je vais profiter de l'occasion pour faire une comparaison entre Mage Knight et Gloomhaven. Les deux jeux, en fait, je les trouve... Ben écoute, évidemment, on peut les comparer pour plusieurs raisons. C'est similairement la même thématique, mais au-delà de ça, on a 2 jeux caractère euro, où est-ce que, bon, on doit gérer des cartes. Mais je trouve que Mage Knight vient plus satisfaire mon besoin de gamer personnel. Je trouve que une fois que j'ai fini une game de Mage Knight, j'ai plus de sentiment d'accomplissement que d'avoir fini un scénario à Gloomhaven, qui d'ailleurs prend à peu près le même temps. Je sais pas pourquoi ça me prend autant de temps que ça, Gloomhaven. Dans le jeu vidéo, mettons, Gloomhaven est plus proche de Skyrim avec le storytelling, avec, dans le fond, l'interaction que tu peux faire, le fait que tu fais un choix, puis que ton choix a une conséquence sur quelque chose d'immédiat, versus Mage Knight qui est peut-être plus près de Dark Souls, parce que bon, dans Dark Souls, t'as pas une histoire qui t'est racontée de façon directe, il faut que tu essaies de la déduire, de l'induire, faut que aussi, bon, tu répètes des erreurs continuellement pour que maintenant tu puisses arriver à accomplir ce que tu as besoin d'accomplir, et surtout, en fait, bon, c'est difficile, mais c'est difficile Dark Souls, c'est difficile Mage Knight, c'est vraiment, vraiment tough à maximiser tout, mais une fois que tu le fais, puis que ça a bien été, c'est tellement le fun comme feeling, j'aime tellement ça. Je trouve que vraiment, Mage Knight vient vraiment répondre plus à mon besoin de joueur, de vraiment me casser le cerveau pour faire comme, ah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller là ou je dois aller là? Est-ce que je dois aller continuer de marcher pour découvrir une autre tuile? Tu as vraiment, vraiment plein d'opportunités dans Mage Knight. Puis je trouve que le jeu est plus vaste nécessairement que Gloomhaven. Je dis ça, écoute, j'ai 6-7 parties dans le corps. J'espère qu'à un moment donné, Gloomhaven va changer parce que je commence à trouver ça redondant. C'est ce qui nous conclut la catégorie plusieurs heures plus tard. On va continuer avec la catégorie des dés pour souper. On va commencer avec Pulsar 2849 et je vais faire un comparatif avec Château de Bourgogne. Dans le mois d'avril, en fait, j'avais joué à Pulsar 2849 et je m'étais dit, ben écoute, je trouve pas que le jeu
vient vraiment répondre à quelque chose. Ben écoute, t'as Grand Austria Hotel, t'as Château de Bourgogne. Je me demandais aussi des questions sur certaines manières de faire des points que je trouvais que c'était plus facile. Et finalement, en fait, en rejoignant une deuxième fois, mais j'ai réalisé que, écoute, le jeu est vraiment bien ficelé, il est vraiment bien fait depuis le 128-49. Il faut vraiment lui donner la qualité que ce jeu-là te permet, en fait, de pouvoir faire différentes choses avec tes dés. Vraiment, là, c'est riche en décisions. Et contrairement à Château de Bourgogne, mes opportunités puis mes choix sont pas aussi vastes que dans Pulsar 2849. Et l'autre chose, c'est que Pulsar 2849, tu vas faire une décision parce que tu veux faire cette décision-là, parce que tu as un gut feeling, tu as le goût de le faire, plus que, mettons, un calcul froid, distant, calculateur de OK, combien de points ça me donne ça, puis ça, combien de points ça va me donner plus tard. Je trouve qu'il y a beaucoup ça dans le Château de Bourgogne. C'est pas inintéressant en tant que tel, mais j'ai envie maintenant plus de me casser la tête, plus que le jeu me donne des choix, puis que je fasse comme OK, ben je m'en vais par là parce que ça me tente, plutôt que de faire comme OK, comment est-ce que je vais faire pour maximiser en fait le potentiel que j'ai devant moi. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve que j'ai de plus en plus besoin dans les jeux. Mais écoute, ça reste somme toute que Château de Bourgogne est super le fun. Je vais me commander, c'est sûr, certain, Pulsar 2849 parce qu'il est vraiment, vraiment le fun. Puis Château de Bourgogne va rester là parce que ça reste un premier amour, somme toute. Et qui est très le fun encore d'ailleurs. Tu sais, j'ai rien à y enlever. Mais je trouve que Pulsar vient vraiment amener le style un peu plus loin grâce aux différentes opportunités que le jeu t'offre. Et le dernier jeu dans cette catégorie-là, qui se nomme Gangs Schön Clever, qui est en fait en nomination pour le Kennerspiel des Jahres. Gangs Schön Clever, qui est un jeu qui est super le fun, parce que à sa plus simple forme, c'est un jeu de dés, roll and write. Pas besoin de mettre, écoute, énormément de jus de cerveau à la table. Tu fais juste te pitcher dans le jeu, puis t'écris tes trucs, puis tu sais, bon, tu roules des dés. Mais quand même, le jeu, en fait, amène vraiment le roll and write à un niveau supérieur au niveau de la stratégie, parce que t'as comme vraiment une espèce d'escalade de combo, en fait. Ça va vraiment faire un genre de combo par-dessus combo, puis là, tatata, puis là, telle affaire s'active pour que là, telle autre affaire s'active pour que ça arrive. C'est super le fun pour ça, puis aussi, t'as une belle gestion, parce que bon, tu peux pas juste t'investir à un endroit précis, il faut vraiment que tu gères, en fait, où est-ce que tu vas mettre tes résultats de dés selon les couleurs. Super le fun, beau jeu de chalet, mettons. Hein? On conclut des dés pour souper et on y va avec la catégorie On se tape-tu sa gueule? 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 Time Arena, qui est un jeu en fait qui dure 10 minutes. C'est un jeu qui est vraiment hot parce que écoute, tu te pitches là-dedans, puis ouais, let's go, on joue. Ça dure 10 minutes, puis tu as l'impression d'avoir comme le cerveau qui chauffe, comme si tu avais, mettons, un jeu de 2h30. Tu termines la game, puis écoute, tu peux passer à d'autres choses. Mais c'est tellement le fun comme jeu, puis vraiment, tu es tellement dans l'action immédiate. Si tu connais pas le jeu, grosso modo, j'en ai parlé dans le mois d'avril, tu as un chronomètre, une application qui a un timer. Chaque joueur a 5 minutes, et le but, en fait, c'est de tuer l'autre avant que toi, tu n'aies plus de temps, parce que si tu n'as plus de temps dans ton côté du chronomètre, ben tu perds la partie. La manière que tu gagnes, ben c'est simple, il faut que tu ailles péter la base de l'autre joueur en déplaçant des personnages, etc. etc. Vraiment le fun comme jeu. J'ai hâte de me le procurer, j'ai hâte de le trouver, puis écoute, c'est sûr certain que je vais faire une critique là-dessus. On continue avec Rex. Rex, les derniers jours d'un empire. Qui est un jeu en fait qui au départ me fait beaucoup penser à Rising Sun parce que c'est un jeu de négociation en fait où est-ce que bon on veut avoir le contrôle de certains territoires. Puis la manière principale de gagner, c'est que si tu contrôles un certain nombre de territoires, ben tu gagnes la game. Par contre, en fait, ce qui est intéressant du jeu, autre similarité avec Rising Sun, c'est que tu peux faire des alliances avec les autres joueurs. Sauf que l'alliance que tu vas faire, eh bien, ce qui est hot en fait, c'est que si moi je gagne, ben mon allié va gagner aussi. Il y a vraiment différentes manières de gagner selon la race que tu joues. Ce jeu-là, en fait, vient vraiment proposer quelque chose d'hyper organique puis naturel. Mon petit désir égocentrique de gagner, quand je vois que je ne suis pas capable de pouvoir assouvir ce désir-là, ben, je suis obligé de me retourner chez les autres qui ont aussi ce désir égocentrique qui est en train d'être qui est inaccompli. Alors, il faut qu'on s'allie ensemble pour essayer d'arriver à ce désir égocentrique commun qu'on a de gagner pour essayer de l'accomplir. C'est génial, cette mécanique-là. Je trouve qu'on
devrait voir de plus en plus des jeux sortir avec cette mécanique-là. Et surtout, en fait, le principe que, bon, si je suis en alliance avec un autre joueur, je peux pas le trahir. Et moi, j'aime ça, en fait, le principe que si tu donnes ta parole à quelqu'un, ben, tu peux pas le trahir et vice-versa. Je trouve que ça amène une tension beaucoup plus grande et beaucoup plus réelle entre les joueurs que juste si tu fais comme, ben, tu peux le trahir à n'importe quand, puis c'est pas bien grave, parce qu'au final, bon, tu n'es pas obligé de respecter ta parole. Je trouve qu'on devrait davantage mettre de l'avant cette restriction-là, en fait, de faire comme tu es obligé de respecter, sinon tu perds des points. On a des choix beaucoup plus cruciaux, puis on est beaucoup plus réel et beaucoup plus honnête, altruiste à la limite dans ce genre de jeu-là. Et moi, ça me fait triper. On y va ensuite de ça avec Kemet. Kemet qui m'a fait prendre une grande décision de vendre Blood Rage parce que je trouve que le feeling ludique qu'il me donne, les deux jeux, ben c'est le même, sauf que Kemet le fait d'une meilleure manière parce que Kemet en fait le fait sans avoir besoin du hasard pour être surpris par le jeu. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que je commence puis j'ai tous les mêmes avantages que les autres / désavantages. C'est juste que de la manière que je vais faire ma game, de la manière que les choix que je vais prendre vont m'amener complètement ailleurs qu'un autre joueur. Et c'est ça que je trouve super le fun. Puis je trouve qu'il y a vraiment une tension plus intense dans Kemet parce que dès qu'un joueur a 10 points, ben, il gagne la game à la fin de ce round-là versus à Blood Rage qui a un certain nombre de rounds. Puis écoute, j'ai eu l'impression qu'on se talonnait tout au complet. On se suivait vraiment, vraiment proche parce qu'il n'y avait pas de manière de faire du kingmaking, alors que dans Blood Rage, c'est peut-être un peu plus facile parce que tu as tout le temps une carte surprise. Ah, je viens de t'avoir parce que tu savais pas que j'avais ça. Puis que, bon, écoute, t'es un peu, en fait, soumis au hasard du draft. Mais en tout cas, écoute, moi, j'ai bien aimé ça, Kemet, puis je le recommande fortement. Puis en plus de ça, il y a une extension qui s'en vient qui va transformer le jeu de 1 contre plusieurs. J'ai vraiment hâte d'y rejouer. Puis si t'as besoin d'un Blood Rage, c'est super le fun, Blood Rage, hein. Écoute, pour vrai, j'ai de l'air bâché dessus, mais c'est vraiment le fun. Si tu le veux, écoute, hein, contacte-moi. Et le dernier jeu dans cette catégorie se nomme Dungeon Twister. Dungeon Twister, qui est un jeu de Christophe Bélinger, où est-ce que, bon, les joueurs, en fait, sont pris dans un donjon avec différentes armées. On a toutes les mêmes armées, puis le but, en fait, c'est de faire 4 points. Tu fais des points soit en déplaçant une de tes armées de l'autre côté du donjon ou tu tues une armée adverse. Super intéressant comme jeu parce que tes tuiles en fait de donjon vont se déplacer en fait soit dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Donc les chemins vont en fait s'entrecroiser, se diviser. Super le fun. Par contre, je trouve que j'ai pas une intelligence spatiale bien développée. Donc pour moi, le fait de faire comme ok, si je fais ça comme ça, on va faire comme ça, puis là je vais ah non, ok, mais il faudrait que je la tourne comme. Ah non, je mets ici la laisse. Bref, j'ai vraiment la misère avec ça. Puis à un moment donné, ça devient un peu trop abstrait pour moi. Puis ce côté abstrait-là du jeu m'a un peu fait en sorte que la thématique s'est dissipée. Qui était malgré tout intéressante. Je ne serais pas nécessairement contre l'idée de recommencer. Peut-être pas là, puis on verra plus tard. On y va avec la prochaine catégorie qui s'appelle Sans nom. Parce que c'est des jeux abstraits! Premier, Rome et Carthage, qui est un jeu qui a été fait par l'auteur, un des auteurs de Risk, qui a été fait juste avant Risk et qui pourtant a passé en dessous du radar. À l'époque, ça s'appelait Mediterranea. Mais j'ai joué à ce jeu-là et j'ai vraiment été flabbergassé parce que je me disais, ben voyons donc, comment ça est-ce que Risk a comme pris un envol extraordinaire alors que Mediterranea est vraiment plus le fun, plus rapide, plus efficace dans toutes les sphères de jeu. Mediterranea est nettement supérieur, mais pourtant Risk a eu le dessus. Écoute, l'évolution de l'humanité parfois m'étonne de façon négative. On continue avec Gigès. Gigès qui est une petite perle rare que Bruno Catala m'avait parlé pendant son entrevue. J'avais vraiment hâte de l'essayer et j'ai eu l'opportunité de le faire. Et vraiment, c'est un jeu superbe. Les jeux abstraits, c'est pas ma tasse de thé, comme j'ai dit tantôt, mais ça fait en sorte que ce jeu-là est le fun parce que c'est un jeu où est-ce que bon, ça peut se terminer en un claquement de doigts, tu fais un faux mouvement, puis l'autre joueur, bang, est capable de pouvoir remporter la partie. Super le fun. Là, dans le fond, Blue Orange vont faire une réédition de ce jeu-là sous le nom de Kang. Et Kang va être en fait une espèce de thématique avec des kangourous. Tu sais, Gigès, c'est le fun.
dans le fond, dans son côté abstrait. Pourquoi est-ce qu'on doit amener une thématique juste pour essayer de vendre le jeu? Le jeu peut se vendre de lui-même si le jeu est bon. Puis surtout, écoute, pourquoi des kangourous? Ça me déçoit un peu. Je trouve que la décision de l'édition là-dessus ont été un peu botchés. Je trouve que, bon, si tu veux donner une thématique, trouve quelque chose de plus significatif. Puis au-delà de ça, écoute, c'est pas nécessairement un jeu pour enfants, là. Ça se fait pas comme ça, là. C'est vraiment, il y a un thinking là derrière. Mais bref, je vais quand même essayer de me le procurer, Giges ou Kang, un des deux qui va me coûter moins cher. Mais Kang, vraiment, pour vrai, Giges, essayez-le, ça vaut le coup, ça vaut le détour. C'est ce qui conclut, sans nom, parce que c'est des jeux abstraits. On continue dans un univers parallèle près de chez vous. Le premier jeu, Clank in Space. Clank in Space, c'est un jeu que je ne m'attendais pas en fait à apprécier autant après 2, 3, 4 parties. Vraiment, j'aime ce jeu-là, je trouve ça cool. Je trouve que la thématique est bien rendue. Je trouve que j'ai le feeling en fait de la course de faire tu sais, est-ce que je vais être capable d'être le premier à aller chercher cet artefact-là. Puis le fait aussi qu'ils ont amélioré en fait les cartes que tu peux acheter avec comme les différentes factions entre guillemets un peu à la Star Realms. Vraiment, vraiment le fun. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Je pense que, écoute, ce jeu-là mériterait peut-être une place, genre là, écoute, il y a un trou là. Hein? Écoute, pourquoi pas, hein? Prochain jeu, Arkham Horror LCG. Arkham Horror LCG, en fait, j'ai fait 5 parties ce mois-ci. Dans le fond, les 3 premières parties, c'était une campagne complète de la première boîte. Puis après ça, j'ai fait le premier puis le deuxième scénario une deuxième fois. Je te dirais, la première fois que je l'ai fait, j'ai été un peu flabbergassé. J'ai fait comme, oh boy, ok, c'est vraiment hot. On s'est fait torcher la face solide. Mais écoute, j'avais vraiment eu un plaisir à découvrir en fait ce jeu-là puis à voir comment est-ce que la machine peut être utilisée. Puis je me demandais est-ce que j'achète des extensions ou pas. Fait que j'ai décidé de jouer avec quelqu'un d'autre et cette personne-là a plus d'expérience de jeu que moi en tant que tel. Et on a rejoué et écoute, après la deuxième partie, écoute, le hype que j'avais a complètement droppé. J'étais un peu comme mitigé, j'ai fait comme ouais, je suis pas tant sûr finalement. Parce que je trouve que le jeu, premièrement, écoute, il ne tient qu'à un fil et ce fil-là, c'est sa thématique et sa thématique est représentée a priori, oui, dans certaines mécaniques, mais principalement dans le flavor text, le texte d'ambiance. Et malheureusement, moi je trouve que il n'y a pas assez de choses qui différencient Arkham Horror LCG de qu'est-ce qu'il y a sur le marché présentement. Le principe de deck building est intéressant, oui, où est-ce que bon, tu vas pouvoir en fait acheter des nouvelles cartes, changer tes cartes. J'ai juste la boîte de base une fois, donc je peux pas nécessairement transformer mon deck, donc ça peut-être ça me manque. Mais en même temps, je suis pas prêt à dire que je vais pouvoir embarquer dans l'histoire autant que ça, parce qu'à un moment donné, on s'est assis puis je trouvais que je rentrais plus dans une mécanique de faire, bon, ok, je vais faire ça parce que ça, mécaniquement, c'est ce qui est le plus avantageux plutôt que de faire, mettons, de faire quelque chose de façon spontanée ou juste de façon plus thématique, entre guillemets. Bref. J'espère que je me trompe. Puis si je me trompe, puis si tu trouves que non, les nouvelles extensions amènent de quoi d'extraordinaire, faut que tu continues à jouer à ça. Lâche pas. Fais-moi signe en bas parce que ça se peut que j'aie le même feeling que Game of Thrones où est-ce que la saison 1 à 4, j'ai vraiment trouvé ça plate, puis que la 5e saison, j'ai fait comme ah ta boy, c'est donc ben hot. Peut-être ça peut être comme ça pour Arkham Horror, qui sait. Prochain jeu dans la catégorie dans un univers parallèle près de chez vous, Gloomhaven. Gloomhaven, ça fait en fait 6-7 parties qu'on fait. J'en ai parlé tantôt quand j'ai parlé de Mage Knight. Je me répéterai pas vraiment. Je trouve que là, un moment donné, ça te s'en vient redondant. Je trouve qu'il y a des choses qui deviennent répétitives. Hein? On s'en va dans un donjon, on pète tout le monde. Là, on s'en va à la ville. Là, on essaie d'acheter des items. Puis bref, dans le fond, le texte d'ambiance aussi commence à devenir un peu moins flamboyant, je dirais. L'intrigue aussi commence à être redondante, je trouve, à mes yeux. Mais je vais quand même continuer. Écoute, c'est pas un jeu que je mets de côté, mais je trouve que pour le temps qui dure puis pour le temps d'installation, je trouve que c'est comme fastidieux. Ça prend quand même comme une demi-heure, 40 minutes à installer, plus le temps de jeu. Mais écoute, ça me prend 2 heures, 2 heures et demie par campagne, puis je comprends pas pourquoi. J'ai-tu un problème? YouTube? Hey, toi qui m'écoutes, si j'ai un problème, s'il se passe de quoi qui va pas bien dans ma partie Gloomhaven, parce que là, je commence à perdre l'intérêt après 6-7 parties, dis-moi là, qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi signe parce que j'ai besoin d'aide, je veux essayer d'aimer ce jeu-là, puis je veux vraiment comme faire comme, ouais, c'est super le fun, puis je trouve ça fantastique, puis blablabla, puis etc. Le flafla m'impressionne.
Bref, et le dernier jeu dans cette catégorie, Legendary Creatures. Legendary Creatures, qui est pas un jeu qui est passé en dessous du radar. C'est un genre de deck building, sauf qu'au lieu d'ajouter des cartes, en fait, tu vas remplacer des cartes dans ton deck. C'est des créatures, en fait, qui ont différents pouvoirs. Et à chaque tour, en fait, tu as comme 4 différents royaumes qui sont en gros 4 tracks de points. Puis tu vas en fait pouvoir avancer sur une seule dans des tracks. Puis écoute, tu vas scorer des points plus que tu avances, plus tu as un avantage à ça. Bref, c'est pas des trucs qui sont. C'est pas des trucs qui renouvellent la patente. C'est un jeu qui était le fun. On a joué à 4 par contre. On avait beaucoup de downtime, beaucoup de temps d'attente. Et je trouve que finalement, le gros problème du jeu tournait autour que. Ben, c'est ça, ça prenait beaucoup de temps. Puis au-delà de prendre beaucoup de temps, ben, je sais pas, il y avait comme un manque quelconque. Ça n'a pas. Je sais pas, ça n'a pas levé. Ça n'a pas levé, puis je sais pas pourquoi, puis ça me donne pas de savoir. Et on continue avec la dernière catégorie qui se nomme Déconseillé aux Control Freaks. Le premier, Die Quacksalber von Kindlingburg. Die Quacksalber von Kindlingburg, c'est un jeu en fait de backbuilding mélangé avec un push your luck. Dans le fond, Potion Explosion rencontre Orléans. Et ça marche, c'est super le fun, c'est génial comme jeu. Ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Le fait que tu n'es jamais comme en contrôle parfaitement de ce qui se passe, ben c'est le fun. Puis écoute, j'ai rarement eu autant de fun à piger dans un sac, puis autant d'émotions de faire comme non, c'est pas ça qu'il fallait que je pige, j'avais une chance sur comme 7. Ben oui, tu sais, écoute, ça c'est moi. J'ai un karma un peu. Pas un bon karma, moi, pour pigeage de trucs pis tout ça. En tout cas, des jeux de dés, oublie-moi. Nominé au Kennerspiel de CRS, si ça t'intéresse. J'ai fait une vidéo, en fait, où est-ce que je fais une session de jeu. Tu vas voir ça. Millennium Blades, qui est un jeu, en fait, que les joueurs vont représenter des collectionneurs de cartes CCG. Puis, en fait, c'est un jeu en temps réel de négociation, deck building, bref, vraiment, vraiment le fun, varié au bout. C'est un jeu qui dure 2h30, mais t'as pas le temps de voir le temps passer parce que t'es tellement dans l'action, puis t'es tellement en train de chercher tout le temps qu'est-ce que tu veux avoir. T'es tellement tout le temps en train d'être comme interpellé par tout ce qui se passe autour de la table, par les gens qui veulent te trader des trucs, par les cartes que tu vas avoir pour comme finir ta collection, par cet élément-là qui va fitter dans ton deck quand tu vas aller en tournoi. Pour vrai, si tu n'as pas eu la chance, c'est un jeu qui est audacieux, mais que son audace est vraiment justifiée. C'est vraiment une expérience unique en son genre. Puis sérieusement, comme lance-toi, essaye-toi, ça va être super cool, je te le promets. Et le dernier jeu se nomme Flamme Rouge. Ben oui, Flamme Rouge, où est-ce qu'on est des vélocyclistes et le but c'est de passer à travers une piste de course et de finir le premier. On a joué à 2 joueurs seulement, mais ce jeu-là, je vois immédiatement l'intérêt qu'il peut y avoir à plusieurs joueurs. T'as pas de contrôle ben, mais c'est drôle, c'est le fun, c'est super cool. Tu joues, puis écoute, t'es impressionné, t'es étonné par tout ce que le jeu te propose, puis toutes les différentes choses qui se passent. Même si on était 2 joueurs, moi j'ai vraiment eu le feeling que bon, il y avait vraiment différentes choses que je pouvais pas contrôler. Puis c'est le fun, c'est vraiment vraiment cool. Je me le commande, c'est sûr. Puis ça mériterait une belle petite critique, je trouve, ce jeu-là. Alors, c'est ce qui conclut tous mes jeux que j'ai joués dans le mois de mai. J'espère que tu as apprécié. Et mon nom est Vincent. Je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!